Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveau parler aviation, mais ce coup-ci on va voir l'avion en face de nous. Cet avion c'est un Piper L4H que vous pouvez visiter au sein du musée Espace Air Passion à côté d'Angers. Donc je vous invite à leur rendre visite pour découvrir leurs différents appareils, dont certains, même de nombreux appareils, sont toujours en état de vol. Ce Piper L4H est un avion qui a été utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été fabriqué par l'entreprise américaine Piper, fondée en 1927. Cet avion s'appuie sur un des best-sellers de Piper, qui est le J3 Cub, qui est un appareil qui est extrêmement célèbre et qu'on peut toujours voir voler aujourd'hui dans différents clubs. Le premier prototype du Cub volera en septembre 1930. La philosophie de cet avion est d'être un appareil léger et simple, grâce à sa fabrication en bois et toile, pour répondre aux besoins de l'aviation légère grandissante de l'époque. Au départ, cet avion a été conçu par la Taylor Company, du nom de l'ingénieur qui a conçu cet avion. Malheureusement pour la Taylor Company, toujours en 1930, l'entreprise va faire faillite et William Piper va racheter l'entreprise et cet avion va alors devenir le Piper J3. L'avion dispose de solides performances, surtout sa capacité à atterrir et décoller à partir de pistes très courtes. En plus, grâce à ses ailes hautes, on a une bonne vue du sol pour l'observation, ce qui va faire que les militaires vont commencer à s'intéresser au J3. Et la première armée qui va véritablement vouloir acquérir cet appareil, ça ne va pas être l'armée des États-Unis, mais l'armée de l'air mexicaine qui cherche un avion d'observation pour surveiller ses frontières. C'est en 1940 que les États-Unis vont s'intéresser à cet appareil, au début uniquement pour la formation des nouveaux pilotes. Puis en 1941, juste avant l'entrée en guerre, l'armée va adopter le Piper, ce coup-ci, en tant qu'avion d'observation. L'idée était d'avoir un pilote à l'avant et à l'arrière, un observateur qui va pouvoir justement observer le champ de bataille et également coordonner les tirs d'artillerie. Ces premiers avions vont être désignés O-59 avec O pour observation. Puis à partir d'avril 1941, ces avions vont être désignés L4 avec ce coup-ci L pour liaison, ce qui définit un peu mieux les tâches que vont effectuer ces appareils, car en plus de l'observation, ils vont pouvoir faire par exemple du transport d'officiers et également permettre la communication entre le front et l'arrière. Différentes variantes du L4 ont été développées et les premières étaient en fait les avions O-59 et O-59A qui ont été redésignés. Cette version H est parmi les dernières versions et c'est la version qui a été le plus fabriquée, mais il n'y a pas énormément de différence entre les différentes versions du L4. Ces avions seront utilisés par l'armée américaine sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale et lors du débarquement, le 6 juin 1944, ils vont être utilisés pour régler les tirs de barrage de la flotte alliée. Puis tout au long de la guerre, ces avions vont continuer leur mission d'observation, de liaison, de photographie aérienne et bien d'autres. Le L4 est très similaire à son homologue J3 civil, avec une structure en tube d'acier et une construction en bois et toile, ce qui lui permet d'avoir un poids relativement léger de l'ordre de 550 kg. D'un point de vue de la taille, il va mesurer un peu plus de 6 mètres de long, avec une envergure de l'ordre de 10 mètres. On peut voir la simplicité de fabrication de ces avions qui pouvaient être rapidement montés. Et pendant la guerre, Piper fabriquait des sortes de kits qui étaient ensuite soit montés en Angleterre ou même directement montés sur les plages de Normandie. Le L4 dispose d'un train classique, comme la plupart des avions de l'époque, c'est-à-dire que le train principal est situé à l'avant et est composé de deux roues et on a une roulette de queue à l'arrière. On peut voir que les pneus sont assez épais, ce qui va permettre à cet avion d'opérer à partir de terrain sommaire. Le L4, contrairement à sa version civile, va disposer d'une verrière plus grande afin d'augmenter la visibilité de l'équipage. Niveau motorisation, on a 4 cylindres Continental qui développent une puissance de 65 chevaux, ce qui va permettre au L4, grâce à ce moteur et à son hélice bipale en bois, d'avoir une vitesse de croisière de l'ordre de 100 km/h. Et l'autonomie de l'appareil est d'environ 250 km grâce à son réservoir de 45 litres. Et on peut voir cette tige qui dépasse à côté des compartiments moteurs. Cette tige en fait, est liée au flotteur et ça va faire office d'indicateur de carburant. À l'intérieur, c'est également très simple. On a notre contour qui est ici. À côté, on devrait avoir notre anémomètre pour avoir la vitesse. On a notre boussole, notre altimètre,
Et le cadran qui est tout à droite, c'est un cadran qui va combiner la température et la pression d'huile. Et on a également notre bille située ici qui va pouvoir nous indiquer si le vol est symétrique. On a également notre manette des gaz qui est ici. Ce levier va permettre l'ouverture et la fermeture du carburant. Et on a également le réchauffe-carburateur qui est sur la droite. Au milieu, on a évidemment notre manche. Au fond, on peut voir le palonnier qui va nous permettre de diriger l'avion au sol et également en l'air en le faisant se déplacer sur l'axe des lacets. À l'arrière, normalement, il n'y a pas de manche, mais il a été rajouté sur cet appareil quand l'avion a été transformé en avion école. Normalement, l'arrière, ça va être soit la place de l'observateur, soit d'une personne qui va s'occuper de la radio, ou pour un passager. On peut voir qu'il y a uniquement l'essentiel pour voler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volet, il n'y a pas de démarreur, c'est vraiment le minimum. Cet avion-ci, immatriculé Foxtrot Bravo Charlie Papa Yankee, a une histoire qui est assez intéressante. Il a été convoyé depuis les États-Unis, il est arrivé en 1944 et il a participé à la campagne de Normandie et également à la libération de la ville d'Angers. Une fois la ville libérée, les Américains ont laissé cet appareil sur un des aérodromes de la région et c'est l'aéroclub de l'Ouest qui va le récupérer après la guerre et qui va en faire bon usage car il va permettre la formation de nouveaux pilotes. Il est désormais exposé au sein de l'association Espace Air Passion. Il a retrouvé sa peinture militaire de l'époque. D'ailleurs, il a été repeint aux couleurs du L4 qui a participé à la libération de Paris le 25 août 1944. Et cet appareil continue de voler. D'ailleurs, il va faire très prochainement sa grande visite afin de nouveau pouvoir survoler l'Anjou. Et on va pouvoir aussi échanger avec les mécaniciens qui s'occupent de cette visite. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Landin. Je suis bénévole depuis 1999, donc ça fait 22 ans maintenant. Et je suis le coordinateur technique du musée, enfin de l'UEA, l'unité d'entretien aéronautique, puisque ce qui nous permet d'entretenir nous-mêmes les machines que nous faisons voler. Vous m'aviez parlé de l'aspect consommable du L4, du fait que c'était Oui. un avion qui a été remplacé de manière assez régulière. Si vous pouvez Oui. nous expliquer en quoi c'était un avion presque jetable. Oui, à la limite jetable dans l'esprit américain. C'était un avion qui avançait en même temps que l'armée d'invasion en 1944. Et les avions arrivaient des États-Unis directement en caisse et avançaient. Les machines neuves étaient livrées sur les nouveaux terrains au fur et à mesure que l'armée américaine avançait. Là, il a participé avec l'armée Patton. Et donc, les machines, on ne perdait pas de temps à l'entretenir sur place, on la laissait là, et il y avait de nouvelles machines qui attendaient les pilotes en avant. Alors, cette machine, oui, consommable, c'est-à-dire qu'elle était conçue, dans l'esprit américain, elle avait une durée de vie de entre 6 et 9 heures en opération. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est une machine, c'est simplement une poutre en tube. Ouais. On va peut-être jeter un petit coup d'œil. Oui, on va approcher. Pour montrer la simplicité de fabrication. Hop. Donc ouais, toute la structure, c'est un tube, un tube en acier. La structure, c'est une poutre en tube d'acier Reynolds, c'est-à-dire le tube pour fabriquer les bicyclettes. C'est exactement le même. Et toutes les opérations étaient réalisées par des femmes. Il n'y avait aucun matériau stratégique dans cette machine-là. L'acier, pour les Américains, ce n'est pas stratégique. Et autrement, l'aile, c'est une structure en bois, hein, des longerons en bois.
avec des nervures en aluminium, des nervures très très légères. Oui, donc l'habillage de la machine, c'est de la toile. C'est une toile tendue, hein, et peinte. Donc, dans le sens consommable, c'est que la machine volant très bas, parce que c'est une machine d'observation, un fantassin un peu nerveux vidait son chargeur, même de pistolet sur l'avion, il avait de grandes chances d'atteindre le pilote. Hein. Donc l'avion, il suivait la tragédie. Voilà. Donc on peut voir que cet appareil est en grande visite. Vous pouvez un Oui. peu nous expliquer en fait en quoi consiste Alors, cette visite? les grandes visites reviennent tous les 5 ans sur ces machines-là. Hein. C'est-à-dire que là, on a débuté, alors ce qu'on appelle débuté calendaire, hein, pour tout ce qui est freinage, durée d'huile, durée d'essence, et aussi, mais alors, la périodicité peut être légèrement décalée pour les radios. Les radios et les instruments. Alors, sur cette machine-là, l'instrument que l'on fait vérifier systématiquement, c'est le badin, c'est-à-dire l'anémomètre qui nous donne la vitesse. Parce que sur d'autres machines, on a aussi l'altimètre, mais avec un Piper J3, l'altimètre, c'est en gros la cime des arbres. On sait si on est au-dessus ou si on est en dessous. Hein, c'est une plaisanterie. Donc, les instruments, et après, une visite, il faut consulter les documents réglementaires. Alors là, il y en a beaucoup. Alors, voilà. On va tomber sur des bulletins service, hein, qui nous disent qu'à telle date, il a fallu échanger des éléments, hein, et voir si ça a bien été fait, contrôler si ça a bien été fait. Et après, on a le programme. Le programme parle par lui-même. Où on va commencer, préliminaire à la visite, visite initiale, fuselage et tout. Et où là, on va contrôler chaque élément. Très bien. Hein. Alors, le fuselage, là, je ne vais pas vous le faire voir, mais par exemple, on peut faire les ailes, hein, contrôler les ailes. Vous voyez, vous avez des petits tampons, voilà, de place en place. Et comme ça, on peut voir la structure. Et voilà, on contrôle toute la structure, on contrôle. Vous voyez, vous avez ça, ce sont les câbles de commande, hein, vous voyez, qui reviennent ici. Hein. Et on contrôle aussi la tension des câbles. On a un appareil, un tensiomètre, pour contrôler la tension du câble. Hein, pour pas qu'il y ait de jeu dedans, que les commandes ne flottent pas. Celui-ci, c'est un moteur tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, c'est le 4 cylindres à plat qui fait 65 chevaux. Et donc, la première opération, ça va être de démonter les bougies pour contrôler leur état. Okay. Hein. Alors, les bougies aéronautiques, alors, petite particularité du moteur aéronautique, c'est qu'il y a 2 bougies par cylindre. Hein. Vous avez la bougie supérieure et la bougie inférieure. Hein. Elle est là. Et alimentée par des magnétos. On n'a pas... Il y a de batterie comme dans une voiture. Ah si, alors celui-ci n'a pas de batterie, oui. On le démarre à la main. À la main, exactement. À la main. Voilà. Et voilà, alors, et donc les bougies aéronautiques, il faut 2 clés pour les démonter.
enfin même 3, puisqu'il en faudra une troisième pour là. Mais déjà, pour démonter le fil, il faut 2 clés. Voilà. Bon, après, les opérations suivantes, c'est tout ce qui est vérification des durites, du système de carburation, du filtre à air. Hein. Mais sur ce type de moteur, ce sont des opérations relativement simples. Bon, il faut s'assurer, bien sûr, que tout le matériel... D'ailleurs, en parlant de carburateur, j'avais mentionné un peu avant dans la vidéo le chauffage carburateur. Ça veut un peu expliquer ce que c'est. Le carburateur. Le chauffage du carburateur. Pourquoi il faut le réchauffer. Le réchauffage. Ah oui, ça vous avez vu ça hier avec mes collègues. Alors, sur un avion, on passe très très rapidement en conditions givrantes. Donc, on a une manette qui ferme l'entrée d'air froid, direct, pour passer sur un prélèvement d'air qui est réchauffé autour du pot d'échappement. Donc c'est ça, voilà. Là, on a l'air froid, normal, et là, ici, on passe en air réchauffé. Hein, ce qui permet de ne pas givrer, parce que c'est très très dangereux. Voilà. Et avec la perte de puissance qu'on l'active, bien sûr. Oui, voilà. Je vous remercie parce que c'est vrai, parce que je le pense, c'est pas que pour la... Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis vont continuer à utiliser ces avions, notamment lors de la guerre de Corée, où ils vont servir à l'évacuation de blessés. La France, qui a hérité de dizaines et de dizaines de ces L4, vont également s'en servir pendant la guerre d'Algérie. Ces avions, comme on a pu voir, qui sont très simples et rustiques, et entre 1938 et 1947, c'est plus de 20 000 de ces appareils qui ont été fabriqués par l'entreprise Piper, que ce soit pour les variantes civiles et militaires. C'est des avions qu'on a malheureusement un peu tendance à oublier, parce que ce n'est pas des avions de combat, mais ils ont quand même eu des tâches extrêmement importantes, que ce soit évidemment, comme on a pu le voir, l'observation, la photographie aérienne, les opérations de liaison et bien d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir un nouvel avion. Encore une fois, un grand merci à Espace Air Passion qui m'a accueilli. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également soutenir mon travail en rejoignant les tipeurs. Le lien est également dans la description.